French Touch. Donc non, ce n'était pas le dernier panel. On va vous parler de musique, et plus précisément de musique business. Attendez, comment on va s'installer? Voilà. Et d'une révolution made in France qui vient disrupter la valorisation de la musique et plus précisément la rémunération des artistes. On parle d'un passage du market-centric à l'artiste-centric, et qui mieux que mes panélistes pour tout vous expliquer. Donc on a Céline Sirlet, vous êtes la directrice de la communication et des relations publiques à la SACEM. Stéphane Bourdoiseau, vous êtes le président de l'illustre label indépendant Vagram Stories, qui comprend M, Orelsan ou Ayo. Et enfin, Stéphane Rougeau, vous êtes le Deputy CEO de Deezer. Et je vais commencer avec vous, Stéphane. Expliquez-nous, qu'est-ce que le market-centric, le passage du market-centric à l'artiste-centric, et en quoi est-ce une révolution made in France? Ouais, merci Agnès, on peut se tutoyer, il n'y a pas de problème. Ah non, je dis que moi, je suis venu avec un objet. Et effectivement, on participe tous à l'écosystème de la musique et à l'industrie de la musique. Nous, on est la plateforme, donc évidemment, on est devenu l'interface principale. On n'est pas la seule, il y a des concerts, il y a plein d'autres choses, mais une interface principale entre vous, les abonnés, les auditeurs, et puis les artistes. Et donc l'emblème de ça, évidemment, c'est le téléphone. Et Deezer, comme vous le savez, c'est une société française. On a été créé en 2007, et en fait, en 2007, on a créé le streaming, c'est-à-dire que ça n'existait pas avant, et c'est nous qui l'avons inventé. On a streamé quelques semaines avant Spotify, et à l'époque, il y avait, sur Deezer, on avait réussi à lancer l'application avec 4 millions de titres. Et il y avait un principe fondamental, et pour les labels, c'était extrêmement important en se lançant dans le digital, c'était que chaque stream avait la même rémunération. Maintenant, si on avance de 15 ans et qu'on regarde aujourd'hui, sur nos plateformes, il n'y a plus 4 millions de streams, il y en a plus de 100 millions. Et chaque jour, on a environ 100 000 titres qui sont téléchargés sur la plateforme. Et donc, ça pose un problème fondamental qui est comment est-ce que, dans l'expérience utilisateur, nos abonnés s'y retrouvent dans cet océan de contenu. Donc, vous avez entendu Julie un petit peu avant, il y a tout un tas de technologies et d'algorithmes qui permettent de personnaliser, mais il y a quand même une masse de contenu qui est extrêmement importante. Et ça pose un deuxième problème encore plus important qui est, finalement, aujourd'hui, le pool de royalties, de rémunération de ce qui est écouté sur les plateformes, il est partagé entre tous ces streams qui sont écoutés, dont certains correspondent à des artistes, à des créations artistiques, et des personnes comme ici Céline, la SACEM, ou comme Stéphane avec Vagram représentent ces créateurs. Mais il y a aussi une partie des royalties qui va vers de la musique, vers des sons qui sont soit des sons sans aucune création artistique, des bruits de tondeuse, des bruits de machine à laver. Il y a des gens qui écoutent ça pour s'endormir. Bon, chacun son choix. Est-ce que c'est normal qu'un bruit de tondeuse soit rémunéré de la même manière qu'un titre de M? J'en suis pas certain. Il y a aussi pas mal de fraude. Voilà. Et donc, on a décidé de s'y atteler en changeant de modèle de rémunération et en s'assurant que finalement, on rémunérait mieux les streams qui correspondent à des artistes qui sont soit enregistrés auprès des labels, soit qui font l'objet d'une grande demande de la part des auditeurs, et que par opposition, les streams qui sont évidemment frauduleux quand on n'arrive pas à les détecter, il y en a encore un petit peu, et puis les streams qui correspondent à des sons qui n'ont pas d'intention créative ne soient pas rémunérés ou soient moins rémunérés. Ce qui est intéressant, c'est que finalement, on a été les premiers à lancer ça. Ça faisait plusieurs années que toute l'industrie en discutait, les Spotify, les Apple Music, les Universal, les Warner, sauf que personne n'arrivait à se mettre d'accord. Et la French Touch, c'est aussi un peu ça, c'est-à-dire cette capacité avec du soft power à faire bouger les lignes. Et en septembre, on a été les premiers, on a annoncé avec Universal, qui est le numéro 1 des majors dans le monde, et Deezer et Universal ont annoncé le premier changement de mode de rémunération du streaming, appliqué à partir du 1er octobre en France. Alors depuis, après Universal, il y en a pas mal qui nous ont joints, dont Stéphane avec Vagram, et on va avoir quasiment toute la musique. Et en fait, on est en train de transformer complètement, Spotify va aussi y aller, et on est en train de transformer complètement ce mode de rémunération. Et c'est fondamental parce que ça permet finalement de mieux rémunérer les créateurs et les artistes, et on est très fiers d'être à l'origine de ça. Ça, c'est du point de vue de la plateforme. Maintenant, je pense que c'est intéressant, peut-être, Stéphane, que tu nous dises, toi, ce que ça représente vu de celui qui soutient les artistes et qui les aide. Oui, bonjour. Alors, moi, je représente ici le producteur. Il y a quelques années, je faisais ça. C'est une cassette. Donc, je suis venu avec une cassette. Je la donne au premier qui me la demande à la fin de la présentation, d'ailleurs.
Ouais, je vois que ça intéresse là-bas. Donc, je produis des enregistrements qui sont interprétés avec des artistes. On travaille ensemble et hier, on avait des systèmes pour vendre la musique qui étaient surtout sur support physique. Maintenant, on est effectivement dans le monde du streaming. Alors, pour nous, qu'est-ce que ça représente? Le marché du streaming, c'est en 2023 40 milliards de dollars de chiffre d'affaires mondial. Une croissance à 2 chiffres, ça va représenter dans 10 ans environ 120 milliards de dollars, suivant les estimations. Sur ces 120 milliards de dollars, ou 40 milliards aujourd'hui, la façon dont la répartition se fait, c'est qu'il y a les plateformes, en gros, qui prennent 30% de cet argent, et les créateurs de l'autre côté, séparés en 2 groupes, qui prennent 70% de cet argent. Dans les créateurs, il y a les droits d'auteur qui prennent 15%, en gros, et les labels et les artistes, 55%. Donc, c'est-à-dire que ce marché gigantesque est partagé, comme ça, globalement, et suivant ensuite des principes ou des critères qui sont beaucoup plus précis, suivant ce que l'on veut obtenir, selon qu'on ait une plateforme ou un ayant droit. Le modèle côté producteur, donc les 55% que je représente, c'est très intéressant parce qu'il est très ouvert. N'importe qui peut assez facilement s'adresser au marché et au marché mondial. On n'a pas besoin d'outils très importants comme on avait dans le physique, besoin d'outils très importants. Dans le numérique, c'est assez facile d'avoir une production et de l'uploader par divers systèmes et d'adresser le marché mondial. Il y a 3 mois, il y a un artiste espagnol qui était inconnu, qui s'appelle Íñigo Quintero. Il était vraiment inconnu. Il est aujourd'hui une des plus grandes stars mondiales sur son premier titre. C'est-à-dire qu'en 3 mois, non seulement il va avoir une carrière qui va exploser, débuter, il va pouvoir la mettre en perspective, mais ça représente énormément d'argent pour lui et demain pour ses partenaires aussi. Donc adresser le marché est facile. Et les perspectives de revenus sont gigantesques, donc ça permet d'envisager, d'investir énormément dans une production artistique, dans une création avec des artistes, avec évidemment des auteurs-compositeurs, on en parlera tout à l'heure. Et donc ça permet de déployer des moyens qui permettront d'avoir des histoires, des créations, des trajectoires qui vont intéresser des publics encore plus qu'hier, parce que les projets seront encore plus intéressants. Et intéresser des publics encore plus qu'hier, eh ben, ça va permettre aux plateformes de vendre, entre guillemets, leurs abonnements encore plus qu'hier, et c'est comme ça que le marché va se construire. Si jamais les plateformes ne précisent pas leur modèle de répartition avec l'ensemble des autres opérateurs de rémunération de cet argent du streaming, alors elles peuvent décider par exemple que finalement la musique de pluie va être une musique qui va être très bien rémunérée, parce qu'il y a des gens qui dorment avec la musique de pluie par exemple. Si le système crée ça, permet ça, tout l'écosystème mondial va créer des maisons de production de musique de pluie. Est-ce que c'est ça qu'on veut? Est-ce que c'est ça qui va faire vendre des abonnements? Peut-être pas. Donc certaines plateformes décident de donner à la musique de pluie un peu moins de valeur qu'à la musique de Orelsan. C'est une cassette d'Orelsan, premier album, pour toi. Voilà. Et donc pareil sur d'autres choses. Donc l'enjeu de la façon dont on va distribuer cet argent selon différents critères est fondamental pour l'investissement qui va se faire sur les projets artistiques et donc sur le système ensuite du marché du streaming. Voilà, mais ensuite il y a la partie on parle justement création. des artistes, exactement. Vous avez pris comme objet, parce qu'on était censé amener chacun un objet. Donc, effectivement, alors la une SACEM, partition. exactement. Alors les objets sont de plus en plus grands, le portable, la cassette, et moi j'ai apporté une partition, donc malheureusement une copie de partition, je ne la donne pas à la première personne qui va me la demander. C'est la copie de la partition originale des mots bleus, composée par Christophe, puisque derrière tous ces streams dont on a parlé, il y a des auteurs, il y a des compositeurs, il y a des éditeurs. Et nous, ce sont ces créateurs-là que nous rémunérons à la SACEM, que nous accompagnons. Donc nous, notre boulot, c'est de collecter les droits d'auteur et de les répartir aux créateurs qu'on représente. Et notamment les droits issus du streaming, des plateformes de streaming sur lesquelles sont diffusées les œuvres. Donc évidemment, cette démarche autour de l'artist-centric, nous on l'a vu arriver avec beaucoup d'intérêt.
Et on a décidé de lancer avec Deezer notamment une étude pour comprendre comment allait évoluer la rémunération des auteurs-compositeurs par ricochet dans ce nouveau modèle de l'artiste-centric. Donc on va faire très simplement une comparaison entre les rémunérations issues de l'ancien modèle et les rémunérations issues du nouveau modèle, et on va voir ce qui fonctionne plus ou moins bien, mais nous on a l'intuition que ça va bien fonctionner. Alors évidemment à la SACEM, on a une foultitude d'auteurs-compositeurs différents. Tous ne sont pas des Christophe et des Jean-Michel Jarre, si je parle de l'œuvre que j'ai apportée avec moi. Donc certains vont peut-être gagner plus que d'autres dans ce nouveau modèle, mais nous on fait le pari, on a l'intuition que c'est un modèle plutôt gagnant-gagnant, et donc on a eu envie d'aller creuser et de faire cette étude avec nos partenaires. Donc évidemment, il y a cette question de la rémunération et la SACEM, on a toujours été très volontaire pour tester des nouvelles choses, des nouveaux services, des nouveaux questionnements autour de la rémunération des créateurs. Et puis Stéphane en parlait. Évidemment, ce qui est intéressant également dans ce nouveau modèle, c'est la meilleure détection de la fraude. Pour nous, une meilleure détection de la fraude, une meilleure neutralisation des streams frauduleux, c'est aussi la garantie d'une meilleure rémunération pour nos créateurs, ceux qu'on représente. Et puis évidemment, on parlait du bruit de la pluie qui fait dormir. Moi, je ne juge pas les gens qui dorment avec le bruit du train, de la pluie ou de la tondeuse à gazon ou autre, je ne sais pas, bruit du micro-ondes. Nous, on a simplement la conviction que ce n'est pas une œuvre de qualité, avec un auteur, un compositeur derrière. Je vois qu'il ne reste plus que 21 secondes, c'est un peu flippant quand ça défile comme ça. Voilà, donc nous, cette valorisation d'œuvres de qualité, pour nous, c'est vraiment un modèle très vertueux. Et voilà, donc évidemment, cette neutralisation du white noise sur les plateformes, nous, on l'accueille avec beaucoup d'intérêt. On va peut-être finir sur un mot chacun, sur comment vous voyez l'avenir, entre guillemets. On a 0 seconde, mais we're playing with fire. Stéphane. Oui, moi je rajouterais juste une chose, c'est que là on a parlé d'un changement comme la rémunération, le modèle de rémunération des artistes, mais en fait, en tant que plateforme française, et c'est encore lié à la French Touch, on essaie de faire bouger les lignes sur pas mal de choses. D'abord l'innovation. Quand vous regardez les fonctionnalités qui ont été sorties par les différentes plateformes, les Spotify, les Apple Music, etc., en réalité Deezer les a quasiment toujours sortis avant, et on pense que dans la manière de valoriser les artistes et d'engager les utilisateurs, c'est fondamental. La capacité ensuite à pouvoir inventer des nouvelles expériences et pas uniquement utiliser ces plateformes pour streamer, mais pour vivre la musique, et ça fait partie du rebranding et du changement de Deezer. C'est là aussi une des spécificités avec la mise en avant aussi des artistes locaux. Sur les plateformes mainstream ou très globales, on retrouve tous les artistes, mais ils sont moins mis en avant. Nous, on est au Brésil, on est numéro 2 au Brésil, on met en avant énormément de gens brésiliens. On fait la même chose en France et dans tous les pays où on est très présent. Donc voilà un peu ce que c'est aussi que la spécificité de la French Touch en ce qui concerne les plateformes de musique. Moi, rapidement, juste, c'est un marché ouvert, donc allez-y, quoi. Allez-y quand vous êtes artiste, allez-y quand vous êtes créateur en général, producteur. Les expériences entrepreneuriales ou même artistiques françaises sont assez intéressantes. Il y a Deezer, illustré par Stéphane ce matin. Il y a Believe, qui est une société française qui s'est créée il n'y a pas très longtemps, qui fait quasiment 1 milliard de chiffre d'affaires maintenant, donc c'est phénoménal. C'est un des leaders dans son domaine spécifique sur le marché mondial. Et puis, il faut revenir un peu plus tard, mais on a aussi une capacité en France à créer des mouvements artistiques, et la French Touch en était un dans la musique. Donc, allez-y, créez, entreprenez, c'est un marché ouvert et fantastique. Voilà. Alors nous, à la SACEM, évidemment, on est très contents d'accompagner un mouvement qui part de France, puisque nous, notre quotidien, c'est de défendre le droit d'auteur à la française et d'exporter ce modèle aussi largement qu'on le peut dans le monde, et c'est ce qui fait qu'on a des créateurs qui viennent du monde entier pour bénéficier de ce droit d'auteur à la française. Donc évidemment, ce mouvement qui part d'ici, c'est génial. Alors évidemment, on a des questions sur le modèle, puisque nous, on va en bénéficier par ricochet. Donc il y a plein de choses qui vont poser des questions. Tous nos créateurs ne sont pas dans le domaine du phono, donc il faut qu'on voit comment ça va profiter à tous. On a plein d'autres questions aussi sur la durée des œuvres. Est-ce qu'il ne faut pas mieux valoriser des titres un peu longs, comme les titres de jazz, par exemple, qui sont moins streamés parce qu'ils durent 7-8 minutes. Voilà, donc on a plein de questions, mais en tout cas, on est très enthousiaste de partir dans cette étude avec vous.
Merci beaucoup, tout le monde. Merci Agnès. Bon après-midi.